Nous sommes dans le jardin de curé du village de Remoray-Boujon, un petit village de la haute vallée du Doubs. Ce jardin est très ancien, il date du XVIe siècle, l'époque où on a construit les presbytères dans les villages. C'est au XVIe siècle, après le Concile de Trente, que l'Église a décidé de fonder des séminaires pour former les prêtres et donc construire des presbytères dans tous les villages. Donc ils ont pris exemple sur les monastères, c'est pour ça que chaque presbytère était entouré d'un jardin avec beaucoup de plantes médicinales. Ensuite, il a été cultivé très longtemps par le curé de l'époque et moi je l'entretiens depuis une douzaine d'années. Dans chaque parterre, on va trouver au milieu des légumes et autour des fleurs et des plantes médicinales. Les plantes médicinales comme la sauge, la menthe, la sarriette, l'absinthe, toutes ces plantes ont une odeur très remarquée, donc c'est elles qui constituent un équilibre pour l'ensemble du jardin. Il y en a qui sont... La tanésie en particulier, c'est le meilleur auxiliaire du jardinier. C'est un insecticide, elle fournit un insecticide très puissant. Je ne fais pas de traitement, donc par exemple je fais des infusions avec les feuilles de tanésie pour supprimer les pucerons sur les rosiers, pour supprimer les pucerons sur les haricots. Donc on arrive, toutes les plantes sont intéressantes, on arrive à avoir, et on dit que le jardin c'est la pharmacie du bon Dieu. Alors les fleurs, de toute façon, comme à l'accoutumée, servent toujours à fleurir l'église. Les légumes, je m'en sers pour moi-même puisque je n'ai pas le temps avec toute l'occupation du jardin d'en faire à moi-même, mais on partage certaines récoltes avec les membres de l'association qui gère la maison. Et les plantes médicinales sont récoltées et séchées pour faire des sachets pour constituer des tisanes qui vont être proposées au public lors des visites de la Maison du Patrimoine. Nous nous trouvons actuellement dans un presbytère, à savoir une demeure de curé. Disons que c'était assez pratique pour le curé qui habitait dans cette maison. Il suffisait juste de traverser la rue pour aller se rendre sur le lieu de travail. Il faut bien comprendre que dès qu'il y avait une église dans un village, on appelait cela une paroisse. Et dès qu'il y avait une paroisse, il y avait forcément un lieu d'habitation au curé. Alors, par rapport à la paroisse de Remoray, elle est entre guillemets récente, puisqu'elle dépendait énormément des moines de l'abbaye de Mont-Sainte-Marie. Ils avaient ce qu'on appelait le droit de main morte, c'était l'équivalent des seigneurs des habitants de Remoray. Et la paroisse, finalement, elle s'est créée assez tardivement, parce qu'elle dépendait énormément des moines. Et il faut attendre vraiment le 19e siècle pour voir s'installer à Remoray un presbytère pour loger le curé. Au 19e siècle et au début du 20e siècle, le rôle du curé est avant tout l'évangélisation, l'entretien de la foi chrétienne, que ce soit par les messes, les processions ou encore les missions. Et par rapport aux enfants, il était organisé ce qu'on appelait les leçons de catéchisme et qui étaient organisées généralement dans la maison du curé, voire même dans son jardin lorsqu'il faisait beau. Nous trouvons actuellement dans cette maison différentes pièces, que ce soit la cuisine, la salle de catéchisme, la salle à manger, plusieurs chambres, notamment à l'étage, ainsi qu'un grenier. C'est vraiment une demeure bourgeoise par rapport à son époque. Alors là, nous nous trouvons actuellement dans la cuisine. C'est vraiment le lieu central de la maison, là où on vit le plus. L'une des caractéristiques, c'est de voir justement cette cheminée assez monumentale, mais qui se trouve assez typique de la région. Monumentale par rapport à l'aspect climatique, on possède des hivers assez rigoureux et le but de la cheminée était de diffuser la chaleur dans l'ensemble des pièces. Si je vous montre cette cheminée-là, c'est surtout par rapport à sa plaque où il est inscrit une date, 1839, qui marque la fin des grandes rénovations qui a eu lieu dans cette maison au cours du début du 19e. Par rapport aux objets qu'on peut trouver dans cette pièce-là, il s'agit notamment d'objets en lien avec le curé. Même si la pièce ressemble plutôt à celle qu'on trouve dans une ferme, il y a des objets qui nous montrent qu'on est bel et bien dans un presbytère. C'est le cas par exemple avec des objets en lien avec l'église, comme les moules à bougies, qui étaient très pratiques pour les prières et pouvoir s'éclairer, ainsi que l'emporte-pièce à hostie, qui nous montre qu'il fallait bien produire les hosties dans un milieu rural. Nous trouvons ce genre de matériel aussi au niveau de la cheminée, avec les fameuses pinces, qui étaient plutôt réservées cette fois-ci pour les ostensoirs, à la vue de l'ensemble des fidèles.
Et hormis cet aspect religieux, on trouve aussi un aspect, cette fois-ci plutôt scientifique, avec la présence d'objets en lien avec la médecine. Il ne faut pas oublier que le docteur n'existait pas encore dans les villages, c'était le curé qui devait soigner les paysans qui s'étaient blessés. C'est pour ça qu'on trouve notamment des ventouses, des herbes médicinales, et qui étaient justement cultivées dans le jardin qui est visible depuis la cuisine. Alors voici la reine des prés. La reine des prés, c'est une spirée. On le voit parce que la graine est en forme de spirale et c'est l'ancêtre de l'aspirine. On dit que c'est l'aspirine végétale. C'est une plante qui est très bonne pour les rhumatismes, les migraines. Voilà, elle pousse plutôt dans les marais. Alors là, nous nous trouvons actuellement dans la salle à manger. C'est plutôt une pièce qui est réservée pour la prestation, le prestige. Ce n'est pas une pièce de vie commune comme la cuisine qui se trouve juste à côté. Par l'ambiance qui se dégage, c'est plutôt un aspect bourgeois. Et cette pièce-là est parfaite pour introduire le fait que le curé était avant tout une personne de marque. Il devait régir tout ce qui était les actes notariés et il pouvait même arriver qu'il soit banquier. Il pouvait prêter de l'argent à ses paroissiens. Nous sommes ici dans la chambre de la gouvernante. La gouvernante, c'était une femme qui accompagnait le curé dans sa vie quotidienne, à ceci près qu'elle devait être généralement âgée, de l'âge canonique, à savoir plus de 40 ans. Et si ce n'était pas le cas, c'était très souvent une mère, une tante, une cousine, à savoir une parente, qui s'occupait de tout ce qui était de l'aspect du ménage. Le style de mobilier ou encore la présence de linge nous indique que quand même nous sommes dans une chambre de femme typique du 19e siècle comtois. Ici, il s'agit de la chambre du curé. C'est d'abord un lieu de repos, mais comme nous indique la bibliothèque, c'est aussi un lieu de travail, à la fois de lecture et d'écriture, souvent très présent dans la vie du curé de cette époque. Avec les nombreux récits qu'on y trouve, ainsi que les différents sermons, cela témoigne de la pratique de la lecture et de l'écriture que pouvait avoir justement le curé de Rémoret. Alors il existe d'autres pièces dans cette maison. Il y a d'abord la cave qui est un lieu de stockage. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque il n'y avait pas encore de réfrigérateur et donc il fallait un endroit frais et c'est pour ça qu'il y a une cave dans une grande partie des maisons comtoises. De l'autre, il y a aussi la chapelle qui était la seule pièce de l'ensemble du premier étage qui était accès au public. C'était en fait un lieu de cérémonie qui était ouvert aux paroissiens lors de la période hivernale. Nous sommes ici dans le jardin de la Maison du Patrimoine. Il s'agit de l'ancien presbytère situé juste à côté de l'église sur la place du village. Ce presbytère a été construit en 1839 sur la base d'une ancienne ferme qui était ici, à cet emplacement. Ce presbytère a été habité jusqu'en 1985. Ensuite, tout a été vidé. Les meubles, la maison était vide. Et la commune souhaitait faire autre chose que de le transformer en logement, comme beaucoup de presbytères. Dans ce presbytère, nous avons découvert, à l'étage, dans une des chambres, dans la chambre d'apparat, c'est-à-dire la chambre destinée à recevoir l'évêque, un papier panoramique exceptionnel. D'abord, une grosse surprise, parce que nous ne savions pas ce qu'était ce papier peint. Après contact vers le musée du papier peint, situé à Rixheim, en Alsace, nous avons eu des informations sur ce qu'était un papier panoramique, sur la rareté et la valeur du papier qui se trouvait dans cette pièce. Entre 1999, la création de l'association, et 2015, l'ouverture de la maison, plusieurs étapes. Une étape importante a été le classement au monument historique de la pièce dans laquelle se trouve le papier panoramique. Ce classement nous a permis d'avoir l'appui de la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, notamment pour la restauration du papier peint, l'appui du département et de la région aussi pour financer notre projet. C'était en 2002. Durant cette période, les travaux de la maison ont été réalisés. Les travaux sur le bâtiment d'abord et les travaux de la muséographie ensuite.
Il s'agissait d'un travail très important qui a été porté par des membres de l'association. Au premier étage du presbytère, il se trouve la chambre d'apparat, qui était la chambre réservée à l'évêque lors de sa venue. On voit sur l'intégralité du mur un papier peint en camailleux vert qui est présent et qui est richement décoré. Or, quand on pense à un papier peint, on ne pense pas forcément à ce genre de travail, mais plutôt à des laits avec des motifs répétitifs dessus. Il faut savoir que cette technique de fabrication était très coûteuse, puisque pour la réalisation d'une nuance de couleur, il fallait une planche d'impression. Ce type de papier peint, aussi appelé papier peint panoramique, était très courant dans les demeures bourgeoises ou encore de petite noblesse en France et même partout en Europe. Il faut bien comprendre que ce type de paysage exotique, représentant un Orient fantasmé, était vraiment très fréquent. Comment expliquer cette fascination ? Eh bien, le 19e siècle débute par les révolutions françaises et les différentes guerres que la France va mener, y compris une guerre que le général Bonaparte va réaliser en Égypte, ce qu'on appelle la campagne d'Égypte, entre 1798 et 1799. Cette campagne est un véritable échec militaire, mais cependant, lorsqu'il est de retour en France, il y a un véritable triomphe, puisqu'il n'est pas arrivé avec ses seuls soldats, il est de retour avec des scientifiques et des artistes. Et ces influences culturelles, il va se propager en Europe, une égyptomania. Le papier peint qui est présent au premier étage du presbytère de Rémoret représente l'histoire de Joseph, une histoire biblique présente au chapitre 37 à 50 de la Genèse. Nous nous trouvons au tout début de la Bible et on suit la descendance d'Abraham. C'est une histoire qui raconte l'histoire de Joseph, le fils de Jacob, l'un des descendants d'Abraham, qui est abandonné par ses frères. Il est vendu comme esclave à Potiphar, le vice-roi de Pharaon, et après une mésaventure avec la femme de ce dernier, il est envoyé en prison. Il n'est pas seul, et il est avec deux autres anciens serviteurs de Pharaon qui doivent purger une peine. Ils ont fait tous les deux des rêves étranges, et Joseph décide d'interpréter leurs rêves pour raconter leur avenir. C'est un don qui provenait de Dieu. Tout se passe comme Joseph l'a prédit, et il y a l'un des camarades de cellule de Joseph qui est de retour à la cour de Pharaon. Pharaon, au même moment, a fait un rêve étrange. Il a vu 7 vaches grasses sortir du Nil et se faire dévorer par 7 vaches maigres. Il décide alors que sa cour puisse trouver une interprétation, mais personne n'y trouve. Le camarade de cellule de Joseph étant de retour à la cour, énonce l'existence du fils de Jacob, et Pharaon le libère pour qu'il puisse interpréter son rêve. Joseph interprète le rêve comme suit. Les 7 vaches grasses représentent 7 années de prospérité pour l'Égypte, tandis que les 7 vaches maigres, 7 années de famine et de misère. Il conseille ainsi à Pharaon de faire des réserves pour prévenir la famine. Pharaon est très satisfait de ces interprétations et il en fait de Joseph son grand conseiller. À la scène suivante, on s'aperçoit que la famine est présente dans tout le Levant, y compris au pays de Canaan, dont sont originaires les frères de Joseph, où ils doivent fuir leur demeure familiale pour aller se réfugier en Égypte, là où il y a des moyens de subsistance accordés aux réfugiés. Arrivés en Égypte, ils sont accueillis par le grand conseiller de Pharaon, qui n'est l'autre que leur frère Joseph. Mais ils ne le reconnaissent pas, Joseph, tandis que lui reconnaît ses frères. Il les accueille, comme la tradition, le repas se passe bien, et à la fin du dîner, il lève le masque, et il énonce comme quoi il est leur frère qu'ils avaient abandonné il y a une dizaine d'années plus tôt. Un vent de stupeur émane de l'assemblée, qui s'attendent au pire, puisque leur frère est maintenant l'homme le plus puissant d'Égypte après le roi, il a la capacité de se venger. Et pourtant, il y a une citation latine qui se trouve au-dessus du chapiteau, qui énonce comme quoi l'amour fraternel triomphe toujours. Et Joseph accorde le pardon à ses frères. Même s'il y a un intérêt biblique, il y a une morale qui se situe à la fin. L'amour fraternel est plus fort que l'adversité. C'est un thème qui, dans son contexte du début du XIXe siècle, prend tout son sens. La franc-maçonnerie est alors très puissante à cette époque-là, et de ce fait,
l'amour fraternel est l'un des thèmes principaux que l'on retrouve dans de nombreuses œuvres. Par rapport à l'influence maçonnique qui est présente dans ce papier peint, on peut retrouver en premier lieu la fameuse citation latine qui conclut l'histoire de Joseph, mais de l'autre, on peut retrouver une symbolique qui est très forte, qui émane de la végétation, mais surtout du compas qui se trouve au niveau de l'obélisque.